L'art est une façon de prendre conscience de l'importance du long terme. Le cinéma est un art, donc le cinéma est une façon de prendre conscience du long terme. Les cinéastes, comme les autres artistes, comme les écrivains, comme les musiciens, sont des gens qui sont peut-être spécialement mégalomane, parfois le sont et c'est pas plus mal, parfois c'est parfois très ennuyeux pour ceux qui les produisent, sont des gens qui pensent à la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire, et cette trace est d'abord une œuvre d'art. Et au-delà d'une œuvre d'art, et parfois pour être une œuvre d'art, elle s'inscrit dans la réflexion sur comment faire en sorte que demain soit meilleur, en réveillant, en éveillant la conscience aux grands enjeux. Donc le cinéma est cela. C'est un enjeu, un acteur, un moyen de parler, une mode de communication qui permet de prendre conscience de l'importance de travailler pour les générations futures, le fait que les générations futures ont quelque chose à nous dire, que notre propre sort dépend de celui que nous ferons aux générations futures. Et en cela, le cinéma positif, c'est le cinéma qui aide à prendre conscience de l'importance de travailler pour les générations futures. Alors justement, Maxime, on parle de ce cinéma positif. On peut dire que le groupe Canal+, c'est un peu le poumon du cinéma français. On sait qu'un film, en tout cas, qui n'a pas les financements et qui n'a pas de distributeur a beaucoup de mal à se monter. Vous jouez donc un rôle colossal dans le paysage du cinéma français. Est-ce que ce cinéma positif joue un rôle dans le processus de sélection des projets que vous allez soutenir? Est-ce que cette notion du cinéma positif joue un rôle? Alors d'abord, je voudrais remercier Jacques Attali de nous avoir sollicité parce qu'on est très heureux et très honorés Canal+ de soutenir cette démarche dans laquelle on croit énormément. Je partage totalement les convictions exprimées à l'instant par Jacques. Nous, notre sentiment, c'est que, pour répondre à votre question, oui, c'est qu'il y a un enjeu mondial de soutien de ce type de cinéma face à la déferlante du cinéma américain qu'on adore par ailleurs, mais qui se concentre sur des budgets de plus en plus colossaux, qui maintenant, on a parlé pendant un moment de blockbuster, maintenant on parle de tentpoles, donc des films qui coûtent à peu près 200 millions d'euros, 250 millions d'euros, avec des investissements marketing de même nature et qui doivent faire au moins 1 milliard de box-office pour être rentable. Et donc on a cette déferlante de cinéma américain avec quasiment toujours le même thème, c'est-à-dire un super-héros américain qui sauve le monde. Encore une fois qu'on adore, hein, on a des accords cadres avec tous les studios de cinéma américains, et donc on aimerait diffuser Captain Marvel, Aquaman, etc. Tout ça sera sur les antennes de Canal+. Mais entre les méga-fusions qui se produisent au niveau des studios et les plateformes type Netflix ou Amazon qui diffusent ces films à travers le monde, ou leurs films à travers le monde, on pense que l'enjeu est aujourd'hui encore plus criant de soutenir un cinéma qui est une alternative à cette culture et qui est ancré dans une réalité française ou européenne. En tout cas, c'est la vocation pour nous de Canal+, et plus largement du Vivendi, qui nous soutient dans cette démarche. Et d'exporter cette culture à travers le monde. Donc, quand on finance un film, en particulier les films Studio Canal, qui sont des films littéralement produits par le groupe, on est dans cette logique, Le Grand Bain ou Pupille en sont des exemples récents, on est dans cette logique de films qui ont vocation évidemment à laisser une empreinte au-delà de la salle ou de la diffusion à la télévision, et qui portent des valeurs universelles et qu'on peut exporter à l'étranger, des films comme cela. Notre ambition, c'est qu'ils soient au moins financés pour moitié par l'international. Donc on est vraiment en train d'essayer d'inverser la démarche et de se dire, non seulement ces films doivent séduire le public français, mais on doit les exporter. On a des valeurs à défendre face à cette déferlante américaine. Alors vous me parlez du Grand Bain. Le Grand Bain fait partie de notre sélection cette année. On l'a dit, le thème de la 4e édition de la semaine du cinéma positif, c'est la justice sociale. Jacques, la justice sociale, forcément, ça fait écho aux actions que Positive Planet mène sur le terrain partout dans le monde depuis plus de 20 ans maintenant, hein, puisque Positive Planet aide les populations vulnérables à sortir de la précarité. Pourquoi avoir choisi ce thème? Il y a une cohérence dans tout ce qu'on fait, puisque depuis les 20 ans, en effet, on essaie de montrer que la charité est nécessaire, mais qu'elle ne suffit pas, et que l'important, c'est de créer les conditions pour que chacun, non seulement puisse prendre en main son destin, mais créer les conditions pour permettre d'élever ses enfants, d'élever au bon sens du mot, d'élever, et
va permettre d'avoir une éducation et d'aller plus loin, et donc toujours dans cette idée de faire en sorte que les générations futures vivent mieux. Donc le cinéma s'inscrit dans ce social, s'inscrit dans cette logique, puisque un des grands enjeux d'aujourd'hui, en France en particulier, mais un peu partout à travers le monde, c'est justement le plafond de verre qui s'est installé de plus en plus, qui fait qu'il y a quelques gens qui sont très heureux dans le monde comme il est, mais qu'il y a une majorité de gens qui ne le sont pas, qui ne franchissent pas les barrières. Et même si l'extrême pauvreté a reculé, puisqu'il y a de moins en moins de gens extrêmement pauvres, en proportion de la population mondiale, il y a quand même 1 milliard de personnes qui se couchent aujourd'hui en ayant faim. 1 milliard de personnes qui chose ce soir en ayant faim. Mais malgré tout, c'est en proportion moins que par le passé. Pour autant, une très grande partie de la population de la planète rencontre cette difficulté. Et le cinéma, depuis toujours, a été un lieu de révélation, d'alerte à l'égard des enjeux sociaux. On le voit dans le cinéma américain, on le voit dans le cinéma chinois, japonais. Pour moi, le tout premier film socialement positif, c'est Dodescaden. Mais aussi, évidemment, la plupart des films de Chaplin, la plupart des films de Vittorio De Sica, etc. Donc, le cinéma est depuis toujours à cette tradition de lanceur d'alerte sociale. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, comme l'était celui que nous avions choisi l'année dernière, qui est celui du statut des femmes dans la société. Le social est un enjeu. Et tous les cinéastes dont je viens de donner les noms ont montré qu'on pouvait faire un cinéma positif, politique, social et en même temps des chefs-d'œuvre. Alors on parle de ce cinéma qui éveille les consciences, qui dénonce, qui interpelle. Maxime Saadin, quel est ou quels sont les films dont vous êtes les plus fiers d'avoir produit ou en tout cas participé à la diffusion sur ce thème de la justice sociale? Il y en a plusieurs choses. Oui, j'ai vu que, à part le Infamous Roman Netflix, on les diffusera pratiquement plus de tous sur Canal+. Ouais. Ce sont des films qu'on a achetés ou la plupart préachetés. Évidemment très fier de Jusqu'à la garde, qui rejoint, j'ai envie de dire, le thème aussi de l'année dernière, avec un réalisateur qu'on a porté puisqu'on l'a soutenu dès son court-métrage, qu'on a financé et qu'on a diffusé sur Canal+, et on l'a accompagné sur son long, qui est magnifique, et donc on était ravis qu'il soit récompensé au César. Donc c'est une très belle histoire, et un film qui manifestement a de l'impact. Voilà, c'est tout le sujet. Mais avant ça, il y a eu 120 battements, Petit Paysan ou Patient, que je vois aussi sur les affiches là, ou des films étrangers qu'on achète aussi, j'en vois quelques-uns. Où j'ai vu le Mustang aussi de Denise qu'on a financé, et dont on a financé le deuxième film qui est en ce moment sur Canal+, Kickings. Donc voilà, des histoires comme ça qu'on aime accompagner qui ont de l'impact. Et nous avons récompensé par ailleurs Jusqu'à la garde l'année dernière aussi. Comme toujours, visionnaire. Alors, Jacques, il y a quelques exemples très concrets de films qui ont eu un réel impact dans nos sociétés. On peut citer évidemment Indigène de Rachid Boucharel, qui suit 4 soldats d'Afrique du Nord combattant pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sorti en 2006, il a servi de porte-voix aux anciens combattants originaux des ex-colonies qui réclamaient les mêmes pensions que les soldats français. Et ils ont obtenu gain de cause quelques mois après la sortie du film en salle. On peut aussi parler de la mode des femmes en pantalon, parce qu'on pense souvent à Yves Saint Laurent, mais avant lui, cette mode fut lancée par Marlène Dietrich à travers le grand écran. Sur le sujet du cinéma social, vous parlez en effet souvent, Jacques, des temps modernes, de Chaplin, Rosetta, des frères Bardem, que Canal+ a notamment accompagné, et qui a donné son nom à un programme contre le chômage. Donc ce cinéma, enfin le cinéma, en tout cas, a pour vocation de montrer le monde. Est-ce que vous pensez, Jacques Attali, qu'il peut réellement le changer? Ce sera un des sujets du programme de Cannes, puisque vous avez parlé du programme que nous avons avec le CNC qui nous soutient, et c'est l'occasion pour moi de remercier le CNC qui est ici présent, comme je remercie tous les membres du jury qui nous accompagnent, dont Marie Drucker et ici le représentant illustre, qui vont nous aider à faire ce choix. Oui, le cinéma peut aider à changer le monde parce qu'il est l'occasion d'une prise de conscience. Un des thèmes du débat du 23 mai, de cette journée de débat sur l'influence du cinéma social sur la réalité, et là, on le voit en permanence. Los Olvidados a eu des conséquences considérables
sur la société mexicaine. Don Escalade a eu des conséquences considérables sur la société japonaise. Le voleur de bicyclette a été un événement majeur dans la prise de conscience de la pauvreté en Italie au sortir de la guerre et a aidé au développement de beaucoup de programmes de toute nature, du combat politique qui se jouait à cette époque. Enfin, on pourrait, peut-être ça a été écrit, mais je ne connais pas le livre, qui existe sûrement sur l'influence du cinéma social sur la vie politique et sur les enjeux sociaux et politiques, les batailles politiques des temps récents. Et aujourd'hui, ben, on le voit, il y a des gens qui font du cinéma politique au sens propre, du cinéma social et politique. Naturellement, on l'a pas cité, mais ça fait partie de notre projet dans le cadre de ce festival. Dans le festival, il y a une section documentaire qui est évidemment aussi cruciale et dans laquelle on peut mettre aussi des films américains, parce qu'il y a des grands documentaristes américains qui aujourd'hui ont joué un rôle extrêmement important dans la prise de conscience, dont Bernie Sanders est un héritier qui s'est servi évidemment du travail de Moore et de quelques autres. Donc, le lien entre le cinéma et la révolte politique est constant, et aujourd'hui, on peut même citer des séries qui sont aussi des séries du cinéma social et politique qui jouent un rôle très important. Je pense que on ne sait pas à quel point Happy Valley, par exemple, joue un rôle très important dans l'émergence d'une conscience de la classe ouvrière anglaise récente, où on peut citer 40 films comme ça. Donc il y a évidemment un lien très, très, très important entre le cinéma, le documentaire, la série et l'éveil politique, avec un miroir, parce que c'est à la fois le cinéma qui éveille et la société qui pousse le cinéma à aller dans cette direction. Maxime Saada, vous êtes un peu dans les secrets des dieux. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du cinéma sur les 20 prochaines années et son influence sur le... On a combien de temps? Non, on a jusqu'à demain matin. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a mis du temps à comprendre comment est-ce qu'on pouvait favoriser ce développement d'un cinéma alternatif au cinéma américain et potentiellement asiatique demain. Et notre conviction, c'est que ça passe par l'ancrage. On a le sentiment que, et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos séries aussi, d'ailleurs, dans nos fictions, comme on l'a fait sur Hippocrate, par exemple avec Lady, où évidemment c'est la fiction, mais on essaie de raconter un quotidien ancré dans une réalité de ce que c'est qu'être dans un hôpital aujourd'hui, avec toutes ses limites, et son espoir, et cette jeunesse qui croit, ses vocations, etc. On parle de cinéma positif. Mais nous, notre conviction, c'est celle-là, c'est que on fera pas une... On est très... on est convaincu que l'alternative à ce cinéma de science-fiction, je ne dis pas qu'on ne fera pas de science-fiction, on en a fait, hein, mais quand on fait Les Revenants, par exemple, la série, c'est ancré. L'alternative pour nous, c'est une alternative ancrée dans le réel, dans une culture, dans une tradition, dans une histoire, avec des lieux, on parlait de Notre-Dame, avec des personnages potentiellement historiques. C'est ça on est convaincu de ça. Les gens ont de plus en plus de mal à s'attacher émotionnellement à des fictions où ils ne voient pas donc un lien avec ces lieux, ces histoires, etc. Donc voilà, nous on est convaincus que l'ancrage, et donc on ne va pas faire du pan-européen quand on parle de cinéma européen ou de fiction européenne, on ne va pas financer des projets comme ça, mais on va financer des talents qui ont des voix, qui ont des choses à raconter, et qui viennent de leur histoire, et qui les touchent, parce qu'il y a cet ancrage. Moi, je crois arriver en entendant Maxime, parce que c'est tellement longtemps qu'on a envie d'entendre le patron d'une grande entreprise de l'audiovisuel nous dire cela. Qu'on peut faire à la fois du grand cinéma, de la grande culture, et en même temps l'ancrer dans le réel, faire en sorte que les gens se l'approprient, parce que vous faites ce que vous avez dit, c'est l'appropriation, et évidemment le particulier est universel quand il est traité de façon artistique. Donc c'est une leçon pour aussi tous les jeunes qui sont là. Si on veut faire quelque chose d'universel, il faut faire quelque chose de personnel. Et quelque chose de personnel qui résonne sur le reste. Donc il y a là un vrai enjeu. J'espère que la voix du cinéma européen et la voix du cinéma, de l'autre cinéma américain, parce qu'il y a aussi un autre cinéma américain
donc qu'on voit dans d'autres festivals et dans certains vont pouvoir se faire entendre. Il y a aujourd'hui, certainement à l'échelle de la planète, une vague comme ça, un tsunami d'exigences de positif, du politique environnemental, du positif éthique, du positif social. Il y a un tsunami idéologique du positif qui est en cours, dont modestement notre fondation veut porter le message. Et il est tout à fait normal qu'il soit porté par le cinéma. Et c'est là où ça rejoint le concept qui nous est très cher de l'altruisme intéressé. Vous avez intérêt à être altruiste, vous avez intérêt à faire ce cinéma, parce qu'en plus, accessoirement, ça vous rapporte. C'est vrai, vous avez raison, on est toujours très pragmatique et quand je dis exportation, je parle d'industriel, c'est-à-dire que je dis quel est le cinéma qui a le plus la capacité à trouver un écho ailleurs. Avec des moyens de production importants, parce que c'est pas rare. Il y a aussi un élément d'économie et d'argent, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on soit aux standards de production mondiaux pour être écouté aujourd'hui. Il y a une telle qualité de production, et là on peut vraiment considérer que les Américains sont en train, qu'il faut qu'on soit, pour être entendu, il faut des films qui soient bien produits, des séries qui soient bien produites, et des lancements. Et donc c'est important de pouvoir les exporter, c'est aussi un peu vertueux de l'exportation qui vient financer l'acquisition, parce qu'il faut être en standard. Est-ce que vous pourriez nous citer, Jacques et Maxime, un film ou un documentaire qui vous a particulièrement inspiré, marqué et qui, s'il n'a pas fait changer votre regard sur le monde, a fait changer votre regard sur une problématique ou un sujet en particulier? Moi, je pense tout de suite à un cinéaste qui est Clapiche, qu'on accompagne depuis le début et qui, personnellement, m'a beaucoup touché tout au long de ma vie et de son cinéma. J'étais à New York quand j'ai vu Chacun cherche son chat. Il faut voir Chacun cherche son chat à New York parce que ça a une portée encore plus forte quand on est à l'étranger et qu'on voit un film aussi ancré. Hein, je pense que voilà. Jusqu'à son dernier qu'on a accompagné, qui est Ceux qui nous lient. Tout son cinéma, pour moi, raconte ça, cette authenticité, cet ancrage et cette capacité à porter des valeurs universelles. Ben, il y a tous les films que j'ai cités jusqu'à présent qui m'ont marqué, mais si il y en a un autre qui me vient à l'esprit, des rares films dans lesquels je n'ai pas pu me lever de la salle tellement j'étais en larmes en sortant et qui m'a vraiment bouleversé, c'est un film indien qui s'appelle Water, sur le sort des gens en situation difficile, en particulier des femmes contraintes de mener une vie d'enfer parce que leur mari est mort. Enfin, pour qui n'a pas vu Water, je vous invite à voir cet immense chef-d'œuvre qui m'a profondément transformé dans mon rapport à la fragilité. Alors on ira tous voir Water de la semaine du cinéma positif. Merci. Sam Baumier, vous allez nous parler du programme de cette année. Nous rappeler les chiffres clés de ces 3 dernières éditions. Oui, bien sûr, on va les projeter sur l'écran. Voilà, vous avez en 3 ans, on a déjà fait plus de 50 projections gratuites à Cannes, plus d'une vingtaine de conférences et de tables rondes, surtout à destination d'ailleurs d'un public étudiant, qui est vraiment notre cœur de cible. Hein. Comme on le disait, toujours ce souhait de sensibiliser les générations futures. Près de 10 000 participants en 3 ans, et puis plus de 500 retombées médiatiques. On est dans la presse nationale et internationale, et ça évidemment c'est important pour nous, puisque, comme on dit toujours, l'un des intérêts de cette semaine du cinéma positif, c'est de pouvoir offrir une tribune justement à ces cinéastes, à ces réalisateurs engagés, et donc forcément de sensibiliser à travers les médias, alors, les journalistes qui sont dans la salle, les partenaires qui sont avec nous, on vous remercie évidemment, aidez-nous à ce que cette année on ait encore plus de visibilité sur cette semaine. Voilà à peu près en tout cas les chiffres des éditions précédentes. On est particulièrement fiers de la sélection de films qui vont être projetés un peu partout dans la ville de Cannes, des films récents, populaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, déjà, il y a des films qu'on va projeter en plein air. Alors ça, on le fait depuis quelques années en partenariat avec la ville de Cannes. Le souhait, l'idée, c'était vraiment de se dire que le Festival de Cannes est ouvert, le festival, la fête du cinéma est ouvert à tous, pas que sur la Croisette d'ailleurs. Il y avait vraiment ce souhait d'offrir du cinéma un peu aussi dans l'ensemble de la ville, dans des quartiers plus populaires, dans d'autres endroits que sur la Croisette. Alors évidemment, le Festival de Cannes le fait aussi, hein, il y a énormément d'actions qui sont entreprises pour que le festival aille au-delà, mais on a vraiment souhaité, nous aussi, aller dans cette démarche-là, et donc des films récents, populaires, sortis récemment. Tout d'abord, il y a effectivement Chacun pour tous, qui est une comédie signée Vianney-Le Basque sur une bande de bras cassés qui se font passer pour l'équipe de France de déficients mentaux afin de participer aux Jeux paralympiques. Donc ça, on le projettera
le vendredi 17 mai. Ça sera en présence du réalisateur, ce sera en présence du producteur Marc-Étienne Schwartz. Il y aura également une partie de l'équipe du film qui seront là. Donc, je pense notamment, a priori, peut-être Ahmed Silla, Olivier Barthélémy sera là et d'autres talents. On aura également le samedi 18 mai à 21h au marché de Fortville, Franck Dubosc qui viendra présenter pareil, donc c'est toujours des projections gratuites en plein air, qui viendra présenter son film qui est une comédie sur le thème du handicap avec Alexandra Lamy. Et puis depuis quelques années on a aussi, comme on est soutenu vraiment activement par le Festival de Cannes, chaque année Thierry Frémaux, le Festival de Cannes, nous permet d'accompagner également une projection en plein air sur la plage du festival, qui est la plage publique, vous savez, en face de l'hôtel Majestic. Voilà, et ça à chaque fois, donc comme c'est toujours des films classiques qui sont proposés, on accompagnera certainement le jeudi 23, alors peut-être que la date viendra à changer, un film qui sera également un classique, certainement restauré sur la plage du festival. Voilà en tout cas pour les films déjà, les films en plein air. Et puis nous allons aussi projeter des films inédits, notre sélection à nous, celle de la semaine du cinéma positif. Oui, on a chaque année vraiment le désir d'accompagner aussi des films, ce qu'on appelle nous des films fragiles, c'est-à-dire qui n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir. Alors c'est le cas pour certains de ceux-là, un peu moins pour Free Speech, qui avait déjà eu une sortie en salle. Et les autres films, généralement, ce sont des films qui sont inédits. Alors inédits pour la plupart en France, d'autres même à l'international ou en Europe. Donc c'est vraiment notre petite sélection à nous. Évidemment, chaque année, le profil de ces films change. Alors cette année, c'est plutôt une dominante documentaire. Il n'y a pas de raison particulière à ça, c'est vraiment les films coup de cœur qu'on a souhaité accompagner. Et donc voilà, vous avez effectivement les titres des principaux, Sharkwater Extinction, qui est un long métrage de l'américain Rob Stewart, qui dénonce le massacre des requins et milite pour la défense des animaux. On a Laissez-moi aimer, qui est un long métrage documentaire de Stéphanie Pilonka, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui nous rejoindra un peu plus tard sur scène. Un film sur le handicap, le droit à l'amour et au fait de pouvoir choisir sa vie. L'Odyssée du Colibri, réalisé également par Jean-Marc Descamps, qui je dis également parce qu'il est aussi dans la salle, sur une Odyssée, comme son nom l'indique, entreprise par un skipper à l'occasion du Vendée Globe pour porter des projets qui font changer le monde. Et puis, alors je le disais, voilà, Free Speech, alors le film lui n'est pas inédit, il est déjà sorti en salle, film de Tarkim Ramsey, mais on a vraiment souhaité le proposer parce qu'il évidemment il interpelle sur la nécessité de la liberté d'expression un peu partout dans le monde. Et puis les courts-métrages, parce que c'est important aussi pour nous d'accompagner les jeunes réalisateurs, hein, les jeunes talents, les talents de demain. Et donc 3 courts-métrages, d'une part l'un pour l'autre de Léo Fontaine, sur l'acceptation du handicap, avec entre autres l'actrice Lougala, qui est également avec nous aujourd'hui. Goyave de Nenette Bépé et Christophe Agélan, qui est un film tourné en Martinique, et qui d'ailleurs a pu se monter grâce au financement participatif. On parlera tout à l'heure un peu des modèles pour monter un film, enfin, vous en parliez tout à l'heure Audrey aussi. Voilà donc un film sur le changement, sur une population d'anciens béquets qui aspire au changement. Et puis le dernier court-métrage, Et Voyage for Change, de M. Mediatiti, sur le parcours de jeunes qui vont à la rencontre d'autres jeunes de cultures différentes dans le monde, pour tous ensemble agir justement à faire changer le monde de demain. Voilà en gros les films en tout cas qu'on projettera au cinéma Alexandre III toute la semaine, de manière complètement gratuite à Cannes pendant le festival. Et je vous propose de regarder tout de suite un extrait de cette sélection 2019. Contact with me, it freaked out. That whole experience removed all the fear I had. 15 years ago, I began a quest to save sharks from shark fin soup. We're killing up to 150 million sharks a year. How could this be happening? I am a child. My world is broken. Donc j'ai bien regardé tes radios, hein. T'as eu une fracture de la rotule. Tu t'appelles comment? Le foot, c'est comme si j'étais sûr. Belarusia is a very small landlocked country in mainland Europe. Its capital is only 2 hours from Heathrow. It borders Russia. When the former Soviet Union was fragmented, it became its own independent state. It was taken over and has since been run under a dictatorship. It's very simple in our conditions because the major right of a human being to live full life
is not given there. Premier jour de mon premier Vendée Globe, avec notre colibri dans les voiles. C'est chouette, on a pris un bon départ. Au revoir. Tout à l'origine de ce projet, il y a un rêve complètement fou, partagé par 85 copains qui décident d'essayer d'aligner un bateau au départ du prochain Vendée Globe, avec une dimension solidaire très forte. Notre bateau s'appelait Imagine. C'est là que la Providence s'en est mêlée, puisque une de mes amies m'a appelé en me disant « Il existe le projet Imagine de Frédéric Bedos, c'est une fille du Nord qui a une histoire incroyable et qui a décidé de consacrer sa vie pour mettre en lumière des héros anonymes. » On a hâte d'être à Cannes pour pouvoir revoir ces films, et je précise que les équipes des films seront présentes pour le lancement de chacun des films qu'on vient de voir. On ne sait pas si Jules Law sera là par contre. Non, mais Sarkim Ramsey, le réalisateur, sera présent pour Free Speech. Alors tout le monde ne peut pas venir à Cannes malheureusement, mais on essaye de partager du mieux possible cette semaine du cinéma positif, notamment grâce à nos partenaires, donc on en a parlé avec Canal+, et puis avec TV5 Monde. Je salue Yves Bigot et je le remercie pour son soutien depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce partenariat avec TV5 Monde ? Oui, le souhait c'était de se dire, voilà, la semaine du cinéma positif, j'allais dire le festival cinéma positif, c'est un festival dans le festival, comme le disait Jacques tout à l'heure. Une fois encore, c'est un événement qui a pour but d'être proposé, partagé avec le plus grand nombre. Et forcément, de pouvoir être en partenariat avec les diffuseurs que sont Canal+ ou TV5 nous permet d'avoir cette diffusion au-delà de simplement pendant le festival de Cannes à Cannes. Et donc il y a une programmation chaque année qui est établie en collaboration avec les diffuseurs, avec TV5 Monde, et donc des films qu'on avait aussi d'ailleurs accompagnés les années précédentes. On voit La Petite Paysan, La Vie de Courgette, 120 vêtements par minute. Aussi numéro 1, j'aperçois qu'il avait d'ailleurs gagné l'an passé le film de Tony Marshall, qui a gagné le prix du meilleur film positif l'an passé. Et puis, d'ailleurs, juste pour les journalistes, les détails seront communiqués après sur les jours, les horaires de diffusion sur différents créneaux à l'international de TV5 Monde. Et puis également, on parlait de Canal+. Alors Canal+ s'associe cette année aussi avec MyCanal pour une diffusion là aussi d'un certain nombre de films positifs qui seront diffusés pendant la semaine du cinéma positif. Alors on retrouve également là aussi Petit Paysan, voilà, il y a 120 vêtements par minute, Erin Brockovich, je pourrais citer La Tête haute, Discount, de Louis-Julien Petit, dont un des films est en compétition cette année, Les Invisibles, ou Patient, autre film qu'on avait d'ailleurs récompensé aussi pendant la semaine du cinéma positif. Voilà, en tout cas pour... Alors je crois qu'il y a aussi d'autres films de Canal, voilà, également. Des courts-métrages aussi, comme on disait tout à l'heure, l'importance de valoriser des courts-métrages. Alors il n'y a pas que des courts-métrages, un Boomerang c'est un long-métrage, on a voulu compresser ça sur les présentations. Mais voilà, en tout cas, long-métrage et courts-métrages diffusés également sur MyCanal et sur TV5 pendant toute la semaine du festival. Et alors, au-delà des projections, on l'a dit, chaque année nous récompensons les films les plus positifs de l'année. Est-ce que vous pouvez nous parler des films en compétition ? Oui, il y a 13 films déjà qui vont être en compétition pour le prix du meilleur long-métrage fiction positif. Alors, le principe, c'est un peu comme les Césars, c'est de récompenser le meilleur du cinéma positif de l'année précédente. Donc c'est une sélection qui démarre de mai, après le Festival de Cannes, fin mai à fin avril. 3 prix sont décernés sur cette catégorie, plus d'autres prix qu'on présentera juste après. 13 films donc déjà dans cette catégorie, notamment Black Horseman le dernier Spike Lee, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, ou Roma d'Alfonso Cuarón. Voilà déjà pour les films qui seront en compétition pour le prix du meilleur long métrage de fiction positive. Et la deuxième catégorie de films en compétition, outre les longs métrages fiction, ce sont bien évidemment les longs métrages documentaires. Oui, alors là on a 11 longs métrages documentaires en lice pour le prix du meilleur long métrage documentaire positif. Comme le disait tout à l'heure Jacques Attali, voilà, on a toujours le souci d'accompagner, d'offrir une tribune aussi à ces longs métrages documentaires, pour certains qui sont d'ailleurs des films qui ont connu un certain succès. Je dis 11, alors pareil, à l'intention des journalistes, vous verrez sur la petite plaquette qu'on vous a remis à l'entrée, il y avait écrit 10 films, mais on en a rajouté un 11e, donc il fera un peu plus de travail pour nos membres du jury. On a voulu vraiment aussi rajouter Je veux du soleil, le film de François Ruffin et Gilles Perret, qui vient tout juste de sortir la semaine dernière en salle, un road movie au cœur de la France
France Insoumise, j'ai envie de dire, sur les gilets jaunes, puisqu'ils sont partis à la rencontre des gilets jaunes en voiture, un peu comme le faisait Agnès Varda. Et alors pour mémoire, justement, on doit déjà à Gilles Perret des films comme La Sociale ou L'Insoumis, et à François Ruffin des films comme Merci le Patron. C'est d'ailleurs leur première collaboration ensemble, donc le film est rajouté à cette sélection aussi de films documentaires en lice pour ce trophée. Et puis enfin, les premiers films fiction pour encourager les jeunes réalisateurs. Oui, là, il y a 12 premiers longs métrages fiction ou documentaires positifs qui concourent dans cette catégorie, parmi lesquels Les Chatouilles, Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni, qui viendra nous parler du film tout à l'heure avant de le projeter, puisqu'on pourra le découvrir à la fin de cette présentation. Et puis voilà, je pense aussi à Deux goûts de Stéphane Askel, qui est aussi avec nous dans la salle. En tout cas, 12 premiers longs métrages fiction ou documentaires positifs qui concourront également pour cette catégorie. Soit au total 36 longs métrages de 24 nationalités différentes sélectionnés pour ces trophées. Alors comme chaque année, ce sont 6 prix qui seront décernés à Cannes. Cette année, on l'a dit, c'est le 23 mai, toujours sur la plage du CNC. Et puis, parmi ces prix, alors voilà le trophée en effet réalisé par la maison Tournaire. Parmi ces prix, comme on peut le voir derrière nous, il y aura le prix de la meilleure fiction positive, du meilleur documentaire positif, du meilleur premier film positif, le coup de cœur court-métrage, et puis le prix d'honneur du cinéma positif et le prix du cinéma positif de la sélection officielle, qui est en effet un nouveau prix, puisque cela a été décidé avec Thierry Frémaux et le Festival de Cannes il y a quelques semaines. Donc ça c'est pour la nouveauté cette année. Peut-être une petite précision oui, sur ce dernier prix. En fait, comme le festival nous soutient vraiment, puisque la semaine du cinéma positif est placée sous les auspices du Festival de Cannes, on a souhaité que chaque année on récompense aussi un film qui serait le meilleur film positif de la sélection officielle. Voilà. Et c'est en ce sens qu'effectivement que le Festival de Cannes nous a donné son accord, en tout cas pour qu'on puisse le faire. Et du coup, ce prix sera décerné. Alors, les principaux prix seront décernés le 23 mai sur la plage du CNC, et ce dernier prix lui sera décerné le dimanche en clôture de festival. Voilà, et Thierry Frémaux nous fera l'amitié d'être présent ce jour-là pour la remise de ce prix. Absolument, et je vous propose maintenant qu'on regarde en image un extrait des films qui seront en compétition cette année à Cannes pour les prix du cinéma positif 2019. Vous êtes le premier flic noir dans cette ville. On pense que vous pourriez faire bouger les choses ici. Allô? Ron Stallworth à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? David Duke. Le grand sorcier du Ku Klux Klan, le vrai David Duke. Seigneur, aux dernières nouvelles. En quoi puis-je? Nous avons un jury formidable qui va nous permettre de juger donc, tous les films en compétition. Sam, je te laisse. Oui, je présente certains sont avec nous aujourd'hui. Pour les présenter rapidement, voilà, il y a Alain Terzian qui est producteur, président de l'Académie des arts et techniques du cinéma et des Césars, et également président du nom des producteurs de films en France. Marie Drucker, qui est réalisatrice et productrice. Sandrine Trainer, directrice de France Culture, également membre du jury. Dora Bouchoucha, productrice. Yves Bigot, donc on l'a dit tout à l'heure, directeur général de TV5 Monde. Anne Talino, directrice générale déléguée de l'Institut français. L'acteur Éric Eboinet, le comédien également Kevin Razi, l'actrice Mathilde Amé, le réalisateur Christian Carion, la comédienne Natacha Régnier, et Olivier Benkemoun, journaliste culture à CNews. Je crois que j'ai oublié personne, non c'est bon. Voilà, donc 12 très beaux jurés qui devront départager notre sélection cette année pour les prix du cinéma positif qui seront décernés le 23 mai à Cannes. Voilà. Alors sur la journée maintenant des tables rondes qui sera organisée le 23 mai, l'année dernière, le thème que nous avions choisi, c'était évidemment le cinéma et les femmes, par rapport à l'actualité, par rapport à la conjoncture. L'année d'avant, c'était le cinéma et la démocratie. On se rappelle de l'élection de Trump aux États-Unis. Cette année, Sam, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce thème du cinéma au service de la justice sociale? Oui, il y a un peu aussi de presque l'actualité oblige, hein, j'ai envie de dire. Évidemment, l'actualité des Gilets jaunes nous ont fait nous dire qu'on voulait mettre ce thème un peu en avant cette année, mais alors pas que ça, bien sûr, puisque bien qu'il y ait les injustices sociales d'un point de vue économique,
Il est aussi question, à travers les injustices sociales, autant d'injustices en raison de ces origines sociales, en raison de sa couleur de peau, du fait d'être une femme ou un homme, terme effectivement qu'on avait évoqué l'an passé. Et cela, donc, du coup, s'inscrit dans cette continuité, en tout cas, de plus de parité, de plus d'égalité pour tous, voilà, avec la mise en avant d'un cinéma qui montre la voie. Et voilà, donc ce seront les thèmes, effectivement, qui seront abordés, qu'on aperçoit cette année à Cannes, sur la plage du CNC. Sur les tables rondes qui seront organisées cette année, le 23 mai, nous allons parler du making-of des films au service de la justice sociale, comment retranscrire une réalité. Nous allons aussi avoir un échange entre générations, puisque l'idée c'était de faire intervenir des jeunes réalisateurs en face de réalisateurs un peu plus expérimentés sur le sujet de pourquoi les réalisateurs se mettent-ils au service de la justice sociale. Il y aura évidemment beaucoup d'étudiants dans la salle qui participeront à ces débats. Et puis, une des problématiques qu'on souhaitait mettre aussi à l'honneur, c'est comment permettre à ce cinéma de toucher le plus grand nombre. Voilà, on a parlé du sujet de la difficulté de trouver des financements pour ces films, de trouver des diffuseurs. Et notre ambition, c'est d'aider aussi tous ces acteurs du cinéma positif à réaliser leurs projets. Et puis enfin, nous terminerons, et ça c'était quelque chose qui tenait à cœur à Jacques Attali, de retranscrire à travers un échange avec des historiens l'influence que le cinéma a pu avoir à travers le temps sur nos sociétés. Voilà, et cette journée sera conclue par la cérémonie de remise des prix. Et juste un mot, parce qu'on voit aussi le logo de la FNAC, chaque année on a aussi des rencontres qui sont organisées à la FNAC de Cannes, rue d'Antibes. On n'a pas encore le thème précis, le thème si, mais pas l'invité, en tout cas les intervenants qui seront aux côtés de Jacques Attali ce jour-là, mais il y a aussi une rencontre qui aura lieu à la FNAC comme chaque année, et dans les lycées aussi de la ville de Cannes, notamment au lycée Carnot. Voilà, ça c'est un peu notre ADN tous les ans dans ce programme. Alors cette semaine du cinéma positif, elle existe notamment grâce au soutien formidable du CNC, qui est là, qui est à nos côtés depuis le début. Et je vais laisser ma place à Hélène Lacqui, qui va venir nous expliquer pourquoi tous ces sujets nous tiennent à cœur. Au nom de la présidente du CNC, Frédéric Bredin, et au nom de tout le CNC, on est très heureux d'accompagner la semaine du cinéma positif. On est très heureux de recevoir sur la plage du CNC la journée du cinéma positif. En fait, le cinéma positif, j'ai envie de dire, peu importe le nom qu'on lui donne, nous au CNC, on parle du cinéma qui est tourné vers les autres. Vous connaissez tous, je pense, le rôle du CNC. On est là pour financer des œuvres, financer la création, quel que soit d'ailleurs son mode de diffusion, puisqu'on parle de longs métrages, de films de télévision, mais aussi de jeux vidéo, de création numérique, donc le spectre est vraiment très large. Et ce qui est important pour nous, au-delà de ce financement, c'est aussi de transmettre les images, vraiment. Et on a pour ça deux grands axes, qui sont des axes qu'on a développés, alors ça existe depuis longtemps, hein. Le premier, c'est ce que j'appellerais l'axe de la citoyenneté. Le CNC accompagne un nombre incalculable d'associations qui font un travail formidable. Et ce travail, c'est souvent d'accompagner et d'emmener le cinéma là où il ne va pas. Je pense à des projections dans des prisons, des projections dans des hôpitaux, des projections dans des quartiers. Enfin bref, une façon, encore une fois, d'amener le cinéma dans des endroits où il ne va pas tout seul, soit parce que les salles sont un peu éloignées, soit tout simplement parce qu'on ne se sent pas légitime pour aller au cinéma. Donc nous, on emmène le cinéma là où il n'est pas forcément présent. Oui, on peut applaudir. D'ailleurs, je crois qu'il y a un terme un peu barbare que l'administration utilise, c'est public éloigné de la culture, je crois. Oui, alors c'est pas le plus joli des termes, mais en effet, c'est une façon de parler de ces populations vers lesquelles on a envie d'aller. Enfin, c'est très simple, hein, on considère que c'est aussi ça, notre mission de service public. Donc, en effet, ces populations que l'on dit
éloignés de la culture. Je voudrais juste citer 2 exemples, parce que c'est toujours bien quand ça s'incarne. Je pense notamment à une association qui s'appelle Lieux Fictifs. C'est une association qui travaille à Marseille et qui travaille avec les prisonniers de la prison des Baumettes, qui a été jusqu'à faire construire avec une énergie folle un studio de cinéma à l'intérieur de la prison qui permet donc de délivrer des formations diplômantes aux détenus. C'est une manière de travailler aussi à leur réinsertion. Et dans un autre genre, je pense à Rêve de cinéma, qui est une association que l'on accompagne et pour laquelle on organise d'ailleurs le 27 juin prochain une grande vente aux enchères à Drouot d'objets de cinéma. Rêve de cinéma, pardon, organise des projections dans les hôpitaux pour les enfants malades. Voilà, ça c'est ce que j'appellerais le cinéma citoyen, le cinéma solidaire. Et puis il y a un autre axe, si je peux encore en dire un mot, qui est tout aussi important et qui rejoint d'ailleurs des choses qui ont été dites notamment par Jacques Attali tout à l'heure. C'est l'accompagnement des générations futures. On a une grande conviction au CNC, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de voir des films. On a besoin pour ça de les emmener au cinéma. Là aussi, on accompagne des associations qui font ce travail, d'emmener des jeunes, des écoles, des collèges, dans des salles de cinéma pour leur montrer des films. Ce sont des associations comme École au cinéma et Collège au cinéma, que l'on finance en partenariat avec l'Éducation nationale. On leur montre des films, on leur apprend ce qu'est la cinéphilie, qui sont les réalisateurs qu'ils voient. On leur apprend l'histoire de ce cinéma. Et puis on leur apprend aussi autre chose qui pour moi, est peut-être la chose la plus importante. On leur apprend qu'une image, ça se travaille. Et donc ça se manipule. Et donc on essaie, du moins, de leur apprendre à lire ces images, à les comprendre. Et ces images, c'est la vision qu'ils ont du monde et on espère qu'on va les aider à les comprendre. Encore 2 mots, si je peux continuer. On a 2 autres manifestations importantes qui vont d'ailleurs vous accompagner le 23 mai sur la journée du cinéma positif. La première, c'est un jeu de plateau, mais aussi un jeu en ligne qu'on a lancé, qui s'appelle l'Atelier Cinéma. On fera une démonstration sur la plage du CNC entre midi et 2 pendant la journée du cinéma positif. C'est un jeu qui est en cours de distribution dans l'ensemble des écoles, CM1, CM2 et 6e. C'est un jeu qui a pour vocation, là encore, à apprendre aux plus jeunes à faire du cinéma et donc à comprendre comment on fabrique une image. Et puis il y a une deuxième initiative qui a été lancée par Frédéric Bredin, qui est la présidente du CNC, et qui lui tient beaucoup à cœur, c'est le renouveau des ciné-clubs. On a demandé aux jeunes du service civique de nous accompagner pour faire renaître cette initiative. Pour les plus anciens d'entre nous, je pense que le ciné-club a formé pas mal de générations de cinéphiles. Il faut continuer, parce qu'on peut apprendre à lire les images, et c'est important de le faire. Voilà, on est, je crois, très en phase avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Le cinéma, ça aide à comprendre le monde, ça change aussi notre regard sur le monde. Dernière petite chose, à côté de l'accompagnement que l'on a à vos côtés, je voulais aussi dire un mot d'une autre initiative. On organise tous les 2 mois au CNC des ciné-débats avec Jacques Toubon, le défenseur des droits. On a projeté déjà des films qui font partie de votre sélection. Je pense notamment aux Chatouilles ou encore aux Invisibles. L'idée de ces ciné-débats, c'est de pouvoir accompagner ces films de manière à ce que précisément ils changent le monde, mais on espère aussi qu'ils vont changer la loi. Voilà. Il y a aussi deux questions que je voulais vous poser. Enfin, on a la chance d'avoir Nathan Ambrosini pour les traces en film tout à l'heure.
qui, je crois, a proposé le film pour l'Avance sur recette alors qu'il avait 17 ans, parce qu'il en a aujourd'hui 19. Et je crois même que ça a créé un pression pareil des générations futures, des nouveaux justement talents qu'il faut accompagner comme ça. Et je crois d'ailleurs que c'était un précédent au CNC, parce que c'est la première fois qu'un mineur finalement faisait une demande, non? Donc ça... Oui, alors en effet, il y a d'ailleurs une très belle histoire à raconter. Je sais que Nathan est là et je crois qu'il sait de quoi je vais parler. En effet, c'est le plus jeune bénéficiaire de l'avance sur recette dans toute l'histoire de l'avance. Pour les drapeaux de papier. Le film. Pour les drapeaux de papier, absolument. Le film qui sera projeté tout à l'heure, je crois. Et à l'occasion d'une soirée au CNC, j'ai eu le grand plaisir de présenter Nathan à une très grande dame du cinéma qui est partie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Agnès Varda, qui était pour Visage Village la dame la plus ancienne, récompensée par l'avance sur recette. Je sais qu'ils ont fait connaissance, je sais qu'ils ont longuement discuté. Et voilà, c'est, je crois, un joli moment de partage pour elle comme pour lui d'ailleurs. En tout cas, aujourd'hui, c'est une édition de... Oui, ça peut dire. Sur les mineurs, on peut aujourd'hui solliciter le CNC aussi. Donc, oui, il a commencé jeune parce qu'il n'a que 19 ans et il en est à son deuxième, donc ça nous promet du temps long avec Nathan. L'année dernière, le thème c'était effectivement le cinéma et les femmes. Vous accompagnez le collectif 50-50 pour 2020. Donc il y a une charte, on a aussi d'ailleurs signé une charte pour les festivals et l'ensemble un peu des acteurs comme ça du cinéma s'engagent. Est-ce qu'il y a plus de visibilité finalement pour les femmes, plus de... je voulais savoir où vous en étiez aujourd'hui de ce mouvement, de cette démarche qui a été initiée accompagnée par le CNC l'année dernière. Je crois que vous êtes dans la continuité, puis je crois que vous ouvrez aussi à la parité au sens plus large, pas que pour le droit des femmes. Hein. Oui, absolument. On aura l'occasion d'en reparler à Cannes, bien au-delà, mais en tout cas à Cannes, c'est sûr, puisque on organise une table ronde autour de ces questions avec le collectif 50-50. Vous savez que depuis le 1er janvier au CNC, on accompagne, on récompense par le biais d'un bonus financier les films qui aujourd'hui dans leur équipe technique sont à parité stricte et on aura des choses à dire, je ne vais pas dévoiler les annonces maintenant, mais on aura des choses à dire à ce moment-là. On est très heureux de le faire parce que là aussi c'est une manière de faire changer les choses et accompagner financièrement une parité, on sait que c'est le coup de pouce qui va bien. Aujourd'hui, en effet, avec le collectif 50-50, on a décidé d'aller un peu plus loin. On ne considère pas que le sujet est derrière nous, mais en tout cas, notre devenir sur le travail avec eux, c'est d'élargir maintenant aux questions de diversité. Je sais qu'il y a des patrons de chaînes dans la salle, je pense que le sujet n'est pas nouveau, mais en tout cas, dans le cinéma et dans l'image animée, on a décidé de s'y atteler avec, je l'espère, autant de puissance et de conviction qu'on a pu le faire dans le monde du cinéma. Écoutez, merci. Merci Evelyne, merci beaucoup. Une première rencontre, Yves Bigot, déjà, directeur général de TV50, je veux dire Yves. Marie Bucker, réalisatrice, productrice. Olivier Benkemoun, journaliste culture sur CNews. Voilà, tous ceux qui sont là, évidemment, sont conviés à venir. Kevin Razi, qui doit être à Marie, par ici, c'est plus simple. Ouais. Non, je préfère. Je ne sais pas si Kevin et Olivier sont là. Et puis Anne Talino, directrice générale déléguée de l'Institut français, qui, pareil, nous accompagne depuis plusieurs années. Merci pour votre fidélité à tous. Et qui est là. Voilà. Alors, je vous en prie, placez-vous, messieurs. Monsieur Olivier, petite place par là. Alors, prenez un micro aussi, tiens, Olivier. Olivier, de quelle habitude des micros, peut-être. Voilà, des micros qui se baladent aussi par là. Kevin, tac. Merci. Déjà, merci à vous tous d'être avec nous, de nous accompagner sur ce jury, pour certains, sur cette semaine, pour d'autres. Et puis, je crois aussi à Frédéric Bedos. Je ne sais pas si Frédéric est là également. Oui, non, oui, Frédéric. Voilà, bien. Voilà. Mets-toi juste à côté d'Olivier, je ne sais pas si tu veux enjamber, comme l'a fait Yves Bigot, de manière très sportive. Bon, parler marche. Alors, le premier sujet qu'on voulait un peu aborder, alors une fois encore, c'est une présentation, c'est pas un débat, hein, donc on sera assez succinct. Hein, puis les débats auront lieu le 23 mai à Cannes, mais on voulait déjà présenter nos invités. Une première question que je voulais poser à Yves Bigot. Donc Yves, prendre le micro.
Comme vous êtes diffuseur, hein, comme Maxime Staada avec Canal+, vous avez donc du coup la lourde responsabilité quelque part de choisir des films que vous coproduisez, mais aussi qui sont vus par un très, très grand nombre de spectateurs. Peut-être une précision sur les critères de choix qui vous amènent à soutenir, à choisir tel film plutôt que tel ou autre. Dans quelle mesure finalement vous participez à votre niveau à ce qu'il y ait plus de cinéma positif sur TV5? Alors il y a deux aspects, il y a effectivement l'aspect coproduction, et puis il y a l'aspect diffusion. Évidemment, notre budget nous permet de diffuser beaucoup plus de films que nous n'en coproduisons. Quand on les coproduit, le plus souvent ce sont ce qu'on appelle des films du Sud, donc des films africains, Timbuktu, Gris-Gris, etc. Je ne vais pas vous faire toute la litanie. Parfois des films français, positifs justement, enfin positifs en creux, hein, évidemment, comme quand Alexandre Arcadi n'arrive pas à trouver une chaîne pour monter 24 jours, le film sur l'affaire Halimi. À ce moment-là, nous entrons en coproduction. Pour ce qui est de la diffusion, alors fort heureusement, on a la part du choix. Ce qui importe par rapport justement à cet engagement auprès du cinéma positif, c'est la résonance. Parce que nous sommes diffusés sur l'ensemble de la planète, hein. On est en Chine, on est à Cuba, on est en Corée du Nord, on est partout, avec du sous-titrage en 14 langues. Donc la résonance ne va pas nécessairement être la même pour un film qui va être visionné par des Chinois, des Russes, des Brésiliens, des Gabonais ou des Égyptiens. Donc c'est une des questions qu'on se pose. Et puis après, je dois dire quelque chose d'essentiel, c'est qu'on se pose aussi la question de la qualité du film. Notamment l'Institut français accompagne, soutient aussi tout ce cinéma positif. Oui, bien sûr, la manière en tout cas dont le monde appréhende les films, là en l'occurrence, ou les différents éléments de la culture française que nous pouvons proposer, c'est-à-dire que l'Institut français, c'est l'organisme qui fait la promotion de la culture française dans le monde, aussi bien que la coopération entre les cultures étrangères. Et notre coopération avec vous depuis plusieurs années est un très bon exemple de ce que nous pouvons faire, puisque, par exemple, sur ce thème, le thème de la sélection de cette année, des inégalités sociales, de la justice sociale, nous avons acquis les droits d'un certain nombre de films que nous allons pouvoir proposer à la diffusion dans le monde, les droits de diffusion culturelle. C'est le réseau culturel, on parlait tout à l'heure, et vous parlez des publics éloignés, et nos publics éloignés, eh bien, ça peut être l'Institut français de Ouagadougou, l'Alliance française de Rio, ou bien les partenaires des services culturels dans le monde, donc c'est des publics très éloignés. Et ces projections de cinéma français dans le monde chaque année, c'est à peu près 40 000 projections, donc ce n'est pas rien. Et cette année, nous serons absolument très heureux de montrer évidemment le film Les drapeaux de papier, dont nous sommes très fiers de pouvoir ajouter au catalogue, un petit signe à Nathan. Ce sera aussi en premier film Les Chatouilles, aussi bien que Pupille ou Les Invisibles, ou le film de Nicolas Philibert, qui viendront donc être proposés dans le monde et que nous accompagnerons en tant que partenaires du cinéma positif. C'est aussi par exemple une autre facette de notre action. Tu parlais de la manière dont les films sont reçus dans les cultures différentes dans lesquelles nous les proposons. Nous avons un programme à Cannes qui s'appelle La Fabrique du cinéma, qui est un programme qui aide des projets de films de pays à cinématographie fragile. Alors par exemple, nous avons un projet de film indien, un projet de film du Laos, un projet de film du Burkina Faso, et quand je parle indien, évidemment, je parle pas d'Hollywood. Et nous accueillons chaque année 10 projets de films, producteurs et réalisateurs, et nous leur offrons pendant le Festival de Cannes une forme de plateforme pour les aider à coproduire leurs films, à faire avancer et faire en sorte que leurs films deviennent des films qui peuvent être montrés sur les écrans. Et par exemple, l'année dernière, le film Rafiki, qui était le premier film kényan jamais montré en sélection cannoise, est un film qui était passé par La Fabrique
du cinéma du monde, qui avait bénéficié de l'aide au cinéma du monde sur lequel nous sommes en partenariat avec le CNC et qui a pu être montré à Cannes. Et c'est un film qui traite en tout cas d'égalité sociale. Voilà. Et beaucoup de films, d'ailleurs, comme vous le disiez, font partie de notre sélection cette année. Beaucoup de films tout accompagnés par l'Institut français. Exactement. Alors, les diffuseurs, ceux qui accompagnent, en tout cas les films aussi à l'étranger, et puis les journalistes, responsabilité. Donc là, je regarde Olivier Benkemoun. Alors, Olivier, vous frappez un petit micro, parce que c'est aussi la responsabilité, évidemment, des journalistes à l'antenne tous les jours de parler, alors certes des stars hollywoodiennes, mais pas que. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, comment on fait pour finalement, quand on est en ce rôle-là, pouvoir parler davantage, mettre en avant davantage le cinéma positif En fait, la question c'est, et peut-être pas la bonne, pourquoi mettre en avant davantage des films positifs parce que je pense la même chose que Yves, c'est-à-dire qu'un mauvais film positif, c'est un film négatif. Donc ça ne vaut pas le coup d'aller se forcer à aller présenter à un spectateur un mauvais film, parce qu'il y a un vague fond, un vague contenu positif, ça ne sert à rien. Mais je m'aperçois d'une chose, Sam, c'est que dans les films qu'on a vus, qui sont en sélection, que ce soit Public, que ce soit Le Grand Bain, que ce soit Les Chatouilles, en fait, ce sont des grands films, des bons films. Donc, la question, tu ne devrais pas me la poser parce que 80% des films qui sont là, on en a parlé. En vrai, ce sont tous des bons films. Quasiment. Effectivement, alors il y a des films qui ont une économie fragile, il y a des films qui sont mal distribués ou pas distribués, mais on arrive à la fin. C'est-à-dire qu'un film, s'il est distribué dans 3 salles à Paris, c'est compliqué. On est une chaîne nationale, on parle à tout le monde, et la concurrence, je le rappelle, vous le savez tous, chaque semaine, c'est 16 films au minimum qui sortent en salle. Et nous, qui sommes une chaîne d'information, je parle pour ma part, moi, je parle pas de Canal+, on est une chaîne d'info, on parle de 2 films maximum. Donc, mais on se force pas à regarder en tout cas le meilleur de la production, et dans le meilleur de la production, il se trouve qu'il y a beaucoup de films positifs. Donc, c'est une mauvaise question. On en parle. La bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte que cette case, pour parler de celle que je connais le mieux, l'infrarouge, d'abord elle est très identifiée par les téléspectateurs de France Télévisions, de France 2, qui ont cet appétit pour le documentaire, c'est-à-dire que... et ils savent ce qu'ils veulent y trouver. Et ce qu'ils veulent y trouver, ça tombe bien, c'est du documentaire. Donc on se rend compte que, quel que soit le sujet, même les plus difficiles, ou prétendument les plus difficiles, même ceux qui sont traités de façon très minimaliste. Je fais toujours bien la distinction, je fais beaucoup de pédagogie là-dessus. Le documentaire, c'est un genre, ce n'est pas le reportage, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, il n'y a pas du tout de snobisme de l'un par rapport à l'autre, mais ça n'est pas la même chose. Le reportage, c'est dans les rendez-vous d'information, le documentaire, c'est autre chose, c'est de la création. Et le public, les téléspectateurs attendent ça, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quel que soit le sujet, s'il répond, j'aime pas l'expression, mais au code documentaire, c'est-à-dire qu'il y a un sujet fort, un point de vue, un angle précis, un point de vue très affirmé, c'est-à-dire vraiment le regard fort de son auteur, de son réalisateur sur son sujet, les téléspectateurs viennent. Et ça fonctionne très très bien. Dès l'instant où on est moins là-dedans, et ben ça marche moins bien. Voilà. Donc déjà une bonne indication parce qu'on sait vers quoi il faut tendre. Et donc ça c'est déjà remarquable. Et après, pour resserrer vraiment sur cette question du documentaire positif, déjà un documentaire qui existe, déjà c'est positif, parce que c'est justement un point de vue très fort sur une situation, un endroit, une problématique. Et quand en plus justement ça répond à tous ces critères vraiment forts du documentaire de création, c'est-à-dire encore une fois un angle, un point de vue et un sujet, on touche un peu quand même à l'universel, et c'est ça qui fait que chacun d'entre nous peut se reconnaître dans un sujet qui ne le concerne a priori pas du tout, comme la détention, la criminalité, mais plein d'autres. Et voilà, je crois que je fais un petit peu le tour de la question. Non, je ne sais pas si je réponds à ta question précisément, mais et sur le côté positif, moi j'aime toujours alors ça reprend tout ce qui est dit depuis ce matin, la prise de conscience, la lumière sur quelque chose, s'interroger soi-même tout à coup à ce moment, à la faveur d'un film, être cueilli comme ça, à s'interroger alors qu'on ne le soupçonnait pas.
Tout ça, c'est extraordinaire. Et tout ça, je pense aussi que c'est évidemment une des raisons d'être du film documentaire. Frédéric Bedos. Alors toi, je dis toi parce qu'on te connaît depuis tellement longtemps. Toi, Frédéric, tu as carrément créé un média positif, le projet Imagine. On dit, voilà, on règle le problème. Alors c'est quoi un média positif? Comment ça fonctionne? Je crois que ça fonctionne bien d'ailleurs. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est pas vraiment un média, parce que la question qui s'est posée au début de cette aventure, donc ça va bientôt faire 10 ans, on va fêter les 10 ans du projet Imagine l'année prochaine, en 2020, c'était vraiment l'idée de comment faire en sorte de profiter de la puissance de frappe des médias pour diffuser à grande échelle, non pas de la peur, de la violence, mais justement de l'espérance et donner l'envie d'agir. C'était vraiment ne pas diaboliser l'outil, mais justement essayer d'utiliser l'outil à bon escient de la manière la plus positive possible. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce festival qui a été créé par Jacques Attali il y a quelques années maintenant, c'est vraiment que le cinéma positif, ça ne veut pas dire le cinéma de bisounours ou le cinéma des bonnes nouvelles, quoi. Et on le voit bien là quand on voit les diverses bonnes annonces, on est justement au cœur des sujets de société auxquels il faut faire face. Il faut véritablement prendre conscience de la réalité de terrain pour après pouvoir, en tant que citoyen éclairé, se positionner pour agir. Et là, c'est du journalisme qui fait la différence, celui qui donne envie de s'engager. Donc ça, c'est un premier point très important. Et donc du coup, moi, ma réflexion, il y a 10 ans, quand j'ai décidé de quitter le monde des médias traditionnels pour vraiment mettre cette démarche au cœur de toutes mes actions, c'était finalement autant utiliser les médias qui, eux, ont déjà la puissance de frappe et le public, et en revanche, le faire avec une nouvelle dimension d'indépendance. Et donc, j'ai créé une ONG d'information. Et alors, c'est très marrant parce que en janvier de l'année dernière, l'ONG est reconnue par les Nations Unies maintenant, depuis 2017. Et les Nations Unies à New York m'ont dit: est-ce que tu as conscience qu'il y a 10 millions d'ONG dans le monde? C'est la seule ONG d'information. Je n'avais pas du tout conscience, je n'avais pas du tout. Alors, je trouve ça très... C'est marrant parce que je pense que c'est quand même aussi un signe des temps. C'est-à-dire que je pense que la création d'un festival comme celui-là n'arrive pas par hasard. À un moment, il y a une conjoncture qui fait que tout se rassemble pour exprimer le besoin de cela. Je pense qu'à une époque de fake news, de défiance généralisée, de conspirationnisme, etc., on a un besoin d'une parole authentique, forte, intègre, et qui vient véritablement nous éclairer et nous montrer qu'un autre chemin est possible. Quand je vois ce qui vient de se passer, l'émotion mondiale depuis hier soir, c'est quand même étonnant. On a un monument qui est quand même un monument français à la base. Et le monde entier est vraiment ému dans sa chair. Et ça m'a beaucoup questionné et je me suis dit, mais quelque part, c'est la force du symbole. C'est-à-dire que ce monument, c'est d'abord un symbole. Ce dont on est en train de parler, c'est d'art, c'est de culture, c'est tout ce qui forme nos civilisations, qui nous réunit dans comment on fait société ensemble. Et là, eh bien, dans une époque qui souvent éclaire à quel point nous sommes des destructeurs, ça nous rappelle que nous sommes aussi des bâtisseurs. Nous sommes capables de bâtir des choses magnifiques, même des cathédrales. Et ça vient nous toucher en plein cœur, quoi. Parce que en nous ramenant à ce passé, ça nous ramène aussi vers un futur qui est possible. Et donc je crois qu'on se réveille tous ce matin avec une sensation de soulagement, parce que ça ne s'est pas écroulé. Hier, on a vraiment cru que ça allait s'écrouler. Et d'un coup, voilà, on se dit, ok, peut-être ne pas rester sur cette tristesse et être unis, et que ce ne soit pas la tristesse qui soit le ciment, mais surtout véritablement l'espérance que nous allons pouvoir rebâtir ensemble, au-delà de la cathédrale bien entendu. C'est surtout voilà, le défi de ce monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour le bâtir ensemble. Et c'est là où le rôle des médias et le rôle du cinéma eh bien, peut continuer de faire écho, parce qu'on peut toucher des millions de spectateurs sur des valeurs très fortes qui nous encouragent, qui nous élèvent. C'est une question d'élévation. Les rôles des médias, il y a aussi... Le rôle des médias, Kevin Razi, Canal+, alors on parlait des fake news, tout ça. Toi qui es youtubeur, toi qui es présentateur de rendez-vous sur Canal+, tous les soirs tu passes un peu à la moulinette, l'actualité avec un ton, et puis souvent justement il y a des messages qui passent. C'est aussi une responsabilité pour toi quand tu fais cette émission. Est-ce qu'il y a vraiment ce souhait de faire passer des messages, surtout à un public jeune, parce que finalement c'est pour beaucoup aussi tes spectateurs, ceux qui regardent ton émission? Exactement, c'est vrai que j'ai conscience de toucher majoritairement des jeunes autour de 18 à 24 ans majoritairement, et on a pris le parti avec mon équipe de s'adresser non pas à des jeunes ou des ados, mais à des adultes en devenir,
Parce qu'en fait, la jeunesse et l'avenir, je le répète tout le temps, ça semble bateau comme ça, mais c'est juste que j'ai pris le pari de me dire que dans mon public, il y a potentiellement peut-être la future présidente de la République ou un futur ministre. Et donc il faut semer des graines. Je les verrai peut-être pas de mon vivant, mais le but c'est de prendre ce pari sur l'avenir, comme tu disais Frédéric. Et c'est pour ça qu'on a cette volonté à travers l'humour, qui est une sorte de fibre optique qui permet de faire passer plus rapidement des messages. Et c'est pour ça qu'on œuvre pour essayer justement d'apporter notre petite pierre à l'édifice, à cet édifice humain. Et donc je suis très content d'utiliser l'humour, non pas uniquement pour faire des vannes, mais surtout aussi pour faire passer tout un tas de messages, car ça me tient à cœur. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers notre émission Rendez-vous, donc passer des messages positifs. Et aussi par rapport à ce qu'on touche, par exemple les invités qu'on a la chance de pouvoir recevoir aussi, et de mettre en lumière des gens qui véhiculent des valeurs et qui puissent inspirer. Le plus important, c'est d'essayer d'inspirer chaque personne pour qu'ils puissent viser le sommet dans leur domaine. Et c'est pour ça qu'on se lève le matin. La présidence de la République. Exactement. Je crois qu'on peut les applaudir, les remercier tous les 6. Et alors, juste avant de vous poser une question, on va regarder un petit film. On l'a aperçu tout à l'heure sur le film un peu bilan des années précédentes. Un court extrait d'une interview qu'on avait fait de Agnès Varda. Vous avez vu, elle est sur l'affiche du Festival de Cannes cette année, Cannes Miroir, ça marche. Vous savez, c'est une question qui est souvent posée. Est-ce que le cinéma peut changer le monde? Est-ce que l'art peut changer le monde? Je viens de faire un film que j'ai co-réalisé avec JR. Lui, il pense que l'art peut changer le monde si on le partage, si on le fait avec les gens. Sa pratique, c'est de faire des photos avec les gens, de les coller ensemble au mieux, de réveiller des consciences et des amitiés. Moi, je ne crois pas, je suis un peu plus pessimiste. Gramsci disait, quand on pense au monde comme il va, on est pessimiste. Mais si on passe à l'action, on est optimiste. Et j'ai toujours l'impression que si j'ai fait des films où je transmets mon intérêt pour les gens, mon amour pour la vie, mon goût pour la nature, si je demande aux gens qui voient le film d'être dans le film, d'attraper un peu d'énergie, d'attraper un peu d'émotion, et de savoir qu'ils sont eux-mêmes, qu'on n'essaie pas de leur bourrer le mou, qu'ils doivent eux-mêmes penser le film et avoir une impression et presque une opinion. Dans ce cas-là, le cinéma et les arts, ça change la vie, ça change pas le monde, mais ça change la vie de chaque personne. Je crois que l'art nourrit les gens, et la culture dont on ne parle pas beaucoup et pas assez, elle nourrit les gens, elle est aussi importante que tout le reste, le travail, la famille et tout ça. Je crois que sans art et sans culture, les gens dépérissent. Voilà, c'était une interview en 2017, lorsqu'on avait rendu hommage à Cannes à Agnès Varda, évidemment, pour l'ensemble de sa carrière. Alors j'ai envie de poser la première question, est-ce que le cinéma peut changer le monde? Peut-être Natacha Régnier, toi qu'on avait vu dans La vie rêvée des anges, un film qui avait gagné d'ailleurs une prix d'interprétation à Cannes, un film qui était sur le social. Est-ce qu'avec ce genre de film, est-ce que tu crois qu'on peut changer le monde? Je pense que oui, le cinéma fait changer le monde. Déjà, comme toute forme d'art, ça rend les gens moins seuls, parce que de raconter des histoires très personnelles et tout d'un coup on peut s'identifier et s'y retrouver, on se sent moins seul. Le fait que ce soit projeté sur grand écran et qu'on le partage, ça accentue ces choses-là. Je pense j'ai beaucoup aimé quand on a parlé de l'ancrage. C'est vrai que la force du cinéma français avant, c'était avoir des scénarios extrêmement forts, pointus, où il y avait des moyens et où des choses et profondes et drôles pouvaient être racontées et exportées. Récemment, il y a d'autres choses qui se sont mises en place et effectivement la nécessité de retourner vers ça paraît de plus en plus criante, surtout dans ce monde où le pulsionnel prend un peu trop de place. Donc, je pense aussi évidemment que ça peut changer le monde. Jacques Attali en a parlé tout à l'heure.
il y a une chose incroyable, quand il y a eu le film de François Ozon qui est sorti, ça fait vraiment des vagues au Vatican. Quand on voit en fait des lois qui passent pour le mariage pour tous et des manifestations épouvantables derrière anti-ça, et des films comme Girl, qui tout d'un coup, c'est un film extrêmement positif. On voit le père avec un amour mais incroyable pour son fils et un respect, un accompagnement de quelque chose qui est important pour lui, pour elle. Et quand tout d'un coup la société ne le voit pas, mais que des films le racontent et le re-racontent et racontent sur un autre angle et apportent chaque fois un angle différent, parce que chaque regard a un angle différent, je pense que ça ouvre aussi les esprits de la population entière. Quand on voit Women at War, on est dans une période où en fait on se sent impuissant dans un monde qui est assez complexe. Et tout d'un coup, ce film raconte qu'une femme fait changer des choses de manière incroyable. On pense que c'est un mouvement terroriste, et c'est juste une personne. Donc tout d'un coup, dire « Ah ben oui, en fait, on peut tous agir, faire des choses. » Je me perds un peu. J'avais d'autres choses à dire, mais... donc oui, ça change, ça peut vraiment changer le monde. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait que le cinéma soit projeté comme ça, que sur les acteurs, on projette beaucoup de choses. On a pu voir quand Time's Up est arrivé, l'identification qu'on peut avoir sur ces actrices américaines qui tout d'un coup se disent bah, oui, en fait, nous aussi, et ça suffit, mais ça suffit pour le monde entier. Et dans le monde entier, ça a fait un mouvement. Et des réflexions sur l'égalité, sur la sexualité, sur le couple, sur énormément de choses. Donc oui, je trouve que sur plein de niveaux, ça peut vraiment transformer le monde. Stéphanie Pilonka, vous avez réalisé le film Laissez-moi aimer. Alors vous, c'est le regard qu'on porte sur le handicap que vous invitez à faire changer à travers votre film. Vous êtes, voilà. Est-ce que vous pensez aussi que le cinéma peut changer le monde, a un rôle à ce niveau-là? Vous, c'est... Moi, je serais complètement radicale. Le cinéma change le monde. Doit changer. Et doit changer et change le monde au quotidien. C'est pédagogique de pouvoir montrer des existences loin des nôtres, de montrer la fragilité, de montrer la pénibilité, de montrer la singularité, tous ces gens qui vivent des parcours qui sont loin des nôtres. Évidemment, je pense que notre rôle, lorsqu'on a la possibilité de tenir une caméra, de prendre un stylo, c'est de pouvoir raconter des choses qui vont changer les cœurs, changer une approche, un éveil, Jacques Attali le disait tellement justement, de se dire tiens, une prise de conscience. Ce film-là a mis en lumière une existence que je ne connaissais pas, que je sous-estimais, que j'ignorais. À moi de m'en emparer, et à moi peut-être, avec ma petite énergie, avec ma petite volonté de pouvoir peut-être communiquer sur un phénomène, sur une difficulté, sur une aridité pour changer le monde, changer les regards. Oui, le cinéma c'est thérapeutique, certains films positifs. Alors il y a un truc qui m'a pas trop plu, c'est la médiocrité ou pas d'un film positif, la légitimité de passer la rampe ou pas au cinéma ou à la télé. Je crois que un film existe et c'est quelque chose qui est admirable. Un film, même un film maladroit ou gauche, chaque film qui va avoir la possibilité d'être projeté sur un écran, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est une lutte du petit maillon jusqu'à ce qu'il soit projeté. C'est un véritable défi. Donc un film positif, même s'il est peut-être comment on dit, maladroit ou brouillon, voilà, c'est quelque chose qui a la possibilité de pénétrer immédiatement une âme, un cœur, une conscience pour peut-être voilà, changer le cours des choses. Moi, je vois humblement mon Laissez-moi aimer, donc ce film qui met en lumière des personnes en situation de handicap, qui vivent des vies particulièrement terribles et pénibles, et qui arrivent à se transcender et à faire quelque chose de leur existence. Le film est vraiment beaucoup montré dans les écoles, les lycées, et ces dernières semaines, je me dis qu'en fait, c'est ça. Essayer de distiller, de promouvoir, d'insuffler un cinéma positif, c'est peut-être de toucher, comme le disait Kevin, de toucher les cœurs des plus jeunes, parce que à ce moment-là, on fait office de bâton de relais. Voilà, on donne un relais, on lui dit voilà, toi, t'es pas encore, voilà, t'es encore perméable. Tu peux encore recevoir ce que j'ai envie de te dire, et toi, possiblement, en tant qu'adulte, tu seras peut-être président de la République, comme il le disait, mais en tous les cas, tu auras reçu une petite graine qui va germer en toi, où tu diras, non, attendez, moi, des lycéens
dans des zones plutôt difficiles me disent « Ah, c'est rigolo parce que du coup, les handicapés, on les voyait pas comme ça. En fait, ils sont super sympas, quoi. La prochaine fois, c'est sûr, je vais parler avec eux, promis, j'irai. » Et je me dis, voilà, j'ai fait le job. Si moi, je peux juste montrer quelque chose de solaire, de lumineux, pour essayer d'avoir, d'influer ou de changer un petit peu le cours des choses et les reliefs de certaines situations qui ont du mal à se mouvoir, ben, c'est chouette. Donc évidemment que le cinéma peut changer le monde, mais c'est à nous tous de nous mobiliser pour essayer de montrer des images qui font changer les cœurs et les mentalités, même si elles sont humbles, ces images. Il faut pouvoir les produire et les montrer. Et c'est en ça que je vous remercie, parce que moi, ce n'est pas un film connu, qui a eu des prix, comme beaucoup de ces films-là, qui sont mis en lumière. Mais vous faites vraiment du cinéma positif, puisque vous me donnez une tribune, à moi qui essaie de donner une tribune à ceux qu'on ne veut pas voir. Donc c'est vous qu'il faut remercier, puisque vous nous permettez à nous, les réalisateurs peut-être les plus humbles, de pouvoir s'exprimer et de partager un message qui leur a été confié. En tous les cas pour moi, pour le handicap. Donc merci d'être ce vecteur-là, parce que c'est précieux pour ceux qui essaient de créer. Merci Eric, toi, on parlait parfois de certains films qui ont des difficultés à exister, à avoir une visibilité. Alors toi, tu as collaboré, tu es acteur avec de très grands réalisateurs, hein, je pense à Brian De Palma, avec qui tu vas encore faire un film, tu as travaillé avec Ridley Scott, côté John Malkovich, etc. On a envie de dire que ce sont des personnages qui parfois, parce qu'ils sont puissants, de par leur statut de réalisateur important, peuvent faire passer finalement plus de messages. Est-ce que tu as l'impression qu'il y avait toujours des fois ce souhait de part de ces artistes de faire passer peut-être plus de choses positives dans leur discours ou pas, ou dans leur... Je voulais avoir un peu ce regard un peu international que toi tu peux avoir, quoi. Oh, je sais pas, mais en fait, ce qui est certain, c'est que ces réalisateurs, ces grands réalisateurs ont gardé leur regard d'enfant, c'est-à-dire envie de leur curiosité, l'envie de découvrir le monde et de raconter notre société et notre monde à leur façon. Et je pense que c'est ça la vocation du cinéma, de montrer le monde tel qu'il est, et puis chacun a un peu son parti pris et sa vision, et essayer de le partager avec les autres. Mais il est vrai que ces réalisateurs, en général, même si certains sont catalogués de réalisateurs de divertissement, ils font du cinéma comme un acte politique, donc politique au sens large du terme. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment changer le monde et changer le regard qu'on peut avoir sur les femmes, le regard qu'on peut avoir sur les minorités, le regard qu'on peut avoir sur les exclus, et tout ça afin que le cinéma soit peut-être une arme de construction massive, un outil important pour que les gens puissent communiquer et dialoguer et se regarder différemment. Vous, Jean-Marc Descamps, avec l'Odyssée du Colibri, qui a produit d'ailleurs Frédéric Bedos, vous nous montrez finalement qu'un projet individuel, c'est l'histoire d'un skipper qui part faire le Vendée Globe, peut devenir finalement une aventure humaine collective. C'est un peu le sujet du film. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur comment finalement on arrive à coller cette aventure individuelle avec le fait que ça devienne quelque chose ouvert à tous, comment? Alors Frédéric n'a pas produit le film, par contre son ONG était dans les voiles. L'ONG était dans les voiles de ce bateau qui a fait le Vendée Globe. Et donc moi, j'apprends un jour qu'une association qui s'appelle Le Souffle du Nord, et dont l'objectif c'est de contribuer à un monde meilleur. Elle regroupe une centaine d'entreprises du Nord et aussi 1 millier de particuliers. Elle décide de faire un Vendée Globe, mais pas pour le sport. En tout cas, elle veut mettre en avant une ONG, et donc elle a choisi le projet Imagine de Frédéric Bedos. Et donc un skipper part avec ce bateau qui a un colibri de 9 mètres dans les voiles, et le bateau casse à la moitié du tour du monde, c'est-à-dire au niveau de la Nouvelle-Zélande, et il casse vraiment pratiquement en deux, mais il ne coule pas. Et le skipper, inspiré par ce colibri et les milliers de gens qu'il y avait derrière, il réussit à amener son bateau jusqu'à Bluff, en Nouvelle-Zélande, un port. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens du Souffle du Nord se disent, et Frédéric aussi, se disent, c'est pas un bateau cassé qui va nous arrêter. Et donc, les galères, ça arrive dans la vie. Et donc, on veut montrer qu'on ne va pas s'arrêter là, et on va être le premier bateau à revenir, pas sur le mode sportif, mais sur le mode solidaire. Et pendant ce retour, ce qui s'est passé, c'est que le Souffle du Nord et le projet Imagine ont dit on va associer à ces 13 000 milles qu'il y a pour revenir jusqu'au Sable d'Olonne
13 villes, symboles d'action solidaire et de gestes positifs voilà. Et donc, le film raconte ça, et ça veut dire que le film s'est arrêté aussi pendant 1 an et demi, pendant qu'ils ont dû réparer ce bateau. Et donc, c'est vrai que dans cette deuxième partie, on montre que dans le Nord, comme partout ailleurs, mais dans le Nord, il y a quand même beaucoup d'associations qui font des choses positives, et ça a aidé à faire revenir ce bateau. Je précise que tous les films évidemment dont on parle sont les films qui seront projetés à Cannes pendant le festival, la fameuse sélection de films un peu inédits comme on dit. Nathan, alors on en parlait tout à l'heure, vous êtes le réalisateur de 17 ans qui a été voir le CNC, alors fait casser un peu changer leur habitude en créant un précédent. On peut être mineur et proposer des films au CNC. En tant que plus jeune de cette assemblée, alors pour vous, est-ce que le cinéma peut changer le monde? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes dit, moi, allez, j'ai 17 ans, je vais faire des films? En plus, je crois que c'est même pas le premier, parce qu'il y en a eu 2 autres avant, un peu moins pro, entre guillemets, non? Des films avec les potes pendant les week-ends, ouais. Mais non, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je suis ravi parce que tout à l'heure, j'étais assis là-bas et maintenant là, et j'entends des discours superbes et qui font plaisir à entendre et qui font du bien à entendre, surtout parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément proches de nous au quotidien, ce genre de texte. Et non, c'est pas une question facile, mais je pense que je rejoins un peu toute l'Assemblée. Ça peut changer le monde, mais c'est surtout, pour moi, avant tout, les gens qui font changer le monde. C'est les spectateurs qui voient le film, c'est-à-dire que on fait le film, on va voir un film, et si nous, on décide pas, par exemple, on va voir demain le documentaire Cyril Dion et Mélanie Laurent, si on décide de ne rien faire après, le documentaire, il faut qu'il ait un vecteur pour le spectateur, et après c'est à chacun de se dire, j'ai vu ça, je vais prendre conscience de ça, et je vais essayer de me diriger dans cette direction, je vais essayer de faire un pas là-dedans, d'y aller, et c'est vrai qu'à mon avis, c'est plus... il ne faut pas compter sur le cinéma pour changer le monde, il faut compter sur nous, il faut qu'on se dise, il faut qu'on prenne tous notre responsabilité d'humain et de spectateur au cinéma. Quand on y va, c'est de se dire, je vais voir un film, mais ce film ne servira à rien si moi je l'accompagne pas après, et si moi j'en fais pas quelque chose. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est un vecteur, ça change le monde. Ça change le monde si on le veut, et je pense qu'on doit tous le vouloir, et on doit tous se dire, je vais voir un film en me disant que je vais apprendre quelque chose, et je vais me dire, ok, donc ce problème existe, ces faits sont là, l'environnement, les migrants, les sorties sèches pour les drapeaux de papier, ça existe. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'individu pour accompagner ce film et faire en sorte que, effectivement, il puisse changer le monde? Si on ne fait pas ce chemin, nous, si on n'en a pas conscience, le cinéma ne changera pas le monde, mais j'espère qu'on en a tous conscience. Comme le disait Inès Varda dans le petit interview, quand on passe à l'action, on est positif. En fait, c'est ça. On va découvrir votre film, Nathan, juste à la fin, là, dans quelques instants. 2 infos peut-être sur le film avant qu'on le découvre, notamment sur le choix de cette histoire, parce qu'on va raconter l'histoire d'un frère qui retrouve sa sœur. C'est une histoire de réinsertion après une sortie de prison. C'est un thème fort. On s'attend à... Je ne dis pas que le cinéma, il faut avoir un âge pour faire certains films durs, mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de sujet qu'à 17 ans on écrit généralement ou qu'on met en scène. Peut-être nous parler, comment est venue cette idée, cette envie de parler de ce problème finalement, cette difficulté à se réinsérer dans la société. Du coup, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à écrire les drapeaux, et en fait c'est parti de quelque chose de plutôt personnel. J'avais très envie de parler de la liberté, de ce que ça représente. Je me suis pas dit, et je pense qu'on se le dit ou pas indirectement, mais je me suis pas dit, je veux faire un film social. Je me suis dit, j'ai envie de faire un film qui parle d'un sujet qui me touche. Et personnellement, l'humain me touche. Du coup, je pense que ça vient naturellement que ça devienne, en tout cas je l'espère, une petite brique à cet édifice-là. Mais bref, j'ai envie de parler de la liberté, et je suis tombé sur un article qui était le portrait d'un prisonnier qui faisait une sortie sèche, une sortie de prison sans l'aide de l'État, sans l'aide de personne. Et ça m'a bouleversé. Et finalement, à moindre mesure, moi j'ai pas du tout le parcours de cet homme, et son expérience était 100 fois plus forte que la mienne, mais je me disais, j'ai l'impression que quand il parle de la liberté, je peux me retrouver ne serait-ce qu'un tout petit peu dans ses mots,
Donc je voulais en parler et je me suis rendu compte de ce problème de société qui existait, qui était les sorties sèches, et je me suis dit d'accord, donc je l'apprends maintenant. Et j'aime être spectateur, aller au cinéma et voir des films qui me font prendre conscience de quelque chose. Donc j'avais aussi, après est venue cette idée de me dire il faut que je trouve un sujet, il faut que j'arrive à le maîtriser comme je peux le maîtriser en tout cas, et me dire que peut-être qu'il y aura des spectateurs dans la salle qui vont se dire ah oui d'accord, donc ça existe les sorties sèches, et à quel point c'est difficile pour quelqu'un qui sort de prison après 12 ans d'incarcération, pour Vincent dans le film, de retrouver une société qui a changé énormément en 12 ans, de retrouver un monde qui n'est plus du tout le même qu'il a laissé, et il est tout seul pour le comprendre, mais heureusement il y a Charlie, sa sœur, et peut-être qu'on peut tous devenir des Charlie en se disant qu'on peut tous faire quelque chose. Et pour n'importe quel sujet, là c'est la sortie de prison, mais ça va pour tous les sujets qui sont abordés dans chaque film qui sont présentés, j'ai l'impression, ici. C'est ça qui est fort, je trouve. Le film a été montré en prison ou pas? Non, malheureusement, le film n'a pas encore été montré en prison. Il y avait question qu'il y ait une projection en prison au mois d'avril. Mais nous sommes bientôt fin avril et il n'y a pas eu cette projection, donc je crois que... Avec le CNC, on disait tout à l'heure qu'il y avait des projections qui se faisaient en prison. Oui, mais voilà, ça va se faire, j'espère. En tout cas, j'espère parce que c'est vrai que le film parle de l'après-prison, mais moi, évidemment, j'ai dû beaucoup m'intéresser à ce que c'était pendant la prison, et j'espère pouvoir échanger avec des prisonniers, et surtout de savoir comment ils vont prendre le film, parce que c'est vrai que souvent quand on va voir un film, on est, pour la plupart du temps, je parle par exemple pour les drapeaux de papier, pas vraiment concerné par ce problème directement, sauf si on sort de prison pour les drapeaux de papier, ou si on a quelqu'un dans notre famille qui sort de prison. Mais j'ai l'impression qu'on peut tous, si on le veut, être concerné et se sentir concerné. Et du coup, j'aimerais ça parler avec des personnes qui le sont directement, qui sont pas des spectateurs qui vont en salle voir demain pour se dire j'ai envie de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on avance dans l'écologie et qu'on fasse des choses pour cette planète qui en a besoin. Mais de se dire, voilà, là on n'est pas des prisonniers, on ne sort pas de prison, mais peut-être, mais en tout cas là, moi non, mais nous non, mais peut-être qu'on va se dire en voyant ce film, c'est pas parce qu'un problème ne me touche pas directement qu'il n'est pas important et qu'on n'a pas besoin d'en parler. Et en tout cas, on est là pour parler de choses qui font avancer, et donc j'ai